Que si je reprends les 150 sociétés qui nous ont rejoints, je crois qu'on est à 13 sociétés qui se sont arrêtées. 13 sociétés qui ont déposé le bilan sur les 150. Depuis le début. Depuis le début, donc depuis 13 ans. Mon projet, c'est pas une bonne idée au départ, c'est les 4, 5, 6 premières années de la société qui vont forger le potentiel de ce projet-là. Le taux de succès qu'on a chez Philips Partners, je ne l'attribue pas tellement à la qualité de la sélection, mais je l'attribue beaucoup plus à tout l'accompagnement qu'on apporte au projet qui leur permettent de naviguer, de ne pas se casser la figure. Eh bien, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Entretien avec un VC. Aujourd'hui, on va parler écosystème early stage, de écosystème early stage startup, plein d'anglicismes, mais hyper important. Un super sujet qui me tient particulièrement à cœur et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Jérôme Mazurel. Bonjour Jérôme. Bonjour. Jérôme Mazurel, tu es le patron, CEO, fondateur de 50 Partners, qui est un accélérateur et en même temps un fonds d'investissement. Enfin, tu vas nous parler de ce modèle très original. Mais avant tout ça, avant de parler de ces sujets passionnants, est-ce que tu peux, nous rappeler à nos auditeurs ici qui ne te connaissent pas, qui tu es et comment tu es tombé dans cette marmite du venture capital? Ouais, d'abord merci de me recevoir. Alors le early stage et l'accompagnement de start-up, je suis tombé dedans assez vite parce qu'en fait j'ai commencé, j'ai rejoint une école de commerce à Lyon, l'EM Lyon, qui avait comme particularité à l'époque, donc c'était en 99, d'être très orienté sur l'entrepreneuriat, donc assez tôt. Donc très vite je m'y suis intéressé. Et je me souviens même d'avoir pris le train, d'avoir pris l'Eurostar pour aller à Londres, rencontrer les incubateurs, parce que c'est beaucoup là-bas que ça se passait. Et j'avais vraiment, littéralement toqué aux portes des incubateurs dont j'avais pris les adresses et dire bonjour, voilà, ça m'intéresse ce que vous faites, est-ce que je peux parler avec quelqu'un? Et voilà, j'ai fait ça dans 4-5 incubateurs à Londres. Et j'avais notamment passé pas mal de temps avec un incubateur qui s'appelait BrainSpark à l'époque et qui pour la petite histoire, s'introduisait en bourse à peu près au moment où je l'ai rencontré. Donc, il faut quand même se souvenir que c'était l'époque où les incubateurs allaient très bien. Il y a une première génération d'incubateurs accélérateurs qui était très en vue et qui se développait très bien et qui même s'introduisait en bourse. Donc, c'était quand même pas rien. Et donc, c'était vraiment fascinant de voir ça. C'était vraiment la première bulle Internet avec des premiers projets sur tous les sujets, beaucoup de e-commerce. Mais donc c'était un espace où effectivement qui foisonnait et de projets et de ressources dédiées à ces projets. Et je trouvais ça extraordinaire d'avoir des talents. C'était vraiment des très très bons profils en marketing, en finance, en développement, enfin sur plein de sujets qui accompagnaient ces projets-là dans cette pépinière. Donc je trouvais ça vraiment passionnant. Bon, l'histoire a montré que les modèles étaient pas très très bien établis. Oui, j'allais un peu y venir. C'est à cette époque déjà. C'était il y a combien de temps? C'est 99. Ouais. Donc depuis, on a vu passer des tonnes de modèles différents, incubateurs, startup studio avec plein de noms différents, des modèles différents. À l'époque, c'était quoi le modèle? Et toi, une introduction en bourse, c'est pas rien sur ce type de sujet, mais c'était des modèles qui étaient déjà rentables pour cette introduction en bourse, par exemple, ou pas du tout? C'était une grosse hype. Alors hype, je sais pas, parce que les sujets étaient bons. Il y a eu même des projets très très bons qui sont sortis de ces incubateurs, mais c'était des modèles qui brûlaient beaucoup de cash, parce que l'idée c'était de financer ces programmes d'accompagnement, de prendre des participations dans les projets et puis de prier pour que ces projets se développent et réussissent. Bon, avec l'éclatement de la bulle, tous sont à peu près disparus à ce moment-là. C'est là où j'étais un peu échaudé, je dirais, par ce modèle simple de prise de participation et des coûts associés. Mais donc effectivement tous sont disparus. D'ailleurs, je voyais récemment, je repensais à JP Bullhound, et en fait je me suis rendu compte qu'en fait c'était un accélérateur de l'époque qui s'appelait Gorilla Park, qui a disparu et qui était réinventé en JP Gorilla Park Bullhound avec tout ce qu'on connaît, mais donc voilà, la plupart se sont arrêtés. Donc j'ai vraiment retenu ça, à la fois qu'il y avait un intérêt à constituer un écosystème de ressources pour accompagner des projets à grandir et que ça pouvait être intéressant, mais qu'il fallait un modèle peut-être un peu plus établi.
Donc ça, c'était en 99. Bon, après, j'ai continué un peu l'école. J'ai fait une année de césure chez Nextage. Je sais pas, tu connais, qui est un fonds d'investissement aujourd'hui très connu à Paris, mais qui à l'époque démarrait. Donc ça, c'est en août 2000, où je rejoins Grégoire Santil, qui était le fondateur de ce fonds, et donc qui me propose d'aller monter un fonds d'investissement à New York en août 2000. C'est sympa comme pas hésité trop longtemps. Et donc effectivement, c'était passionnant parce que c'était encore quand même une époque assez extraordinaire à New York. Donc on a démarré un PPM, donc un Private Placement Memorandum. Donc le document qui présentait le fonds vraiment from scratch, une feuille blanche, même à marquer le nom de la société et puis à développer tout le truc pendant un an. Génial. Donc c'était vraiment extraordinaire de voir ça de l'intérieur, de s'intéresser au venture capital à cette époque-là aux États-Unis. Jusqu'à septembre 2001 où là c'était moins bien à New York, donc on est rentré à Paris, s'adosser à Aurel Leven pour devenir la partie private equity d'Aurel Leven jusqu'à ce que Nextage puisse reprendre son indépendance et puis tout le succès qu'on lui connaît peut-être aujourd'hui. Et je continue de voir un peu l'équipe, donc c'est sympa de suivre cette aventure-là, mais c'était très intéressant de voir ça à l'époque. Et puis en fin d'études, j'ai aussi fait un passage chez Rothschild Private Equity, Rothschild et compagnie, ce qui, suite à un spin-off, a donné naissance à Kinsight, pour ceux qui connaissent, qui est un gros fonds de grosse tech, mais qui à l'époque était beaucoup plus petit. Il y avait 3 partenaires et puis nous on était 2 analystes à bosser sur les dossiers, mais donc c'était très intéressant de pouvoir rentrer vraiment deep dive dans l'analyse de projets plutôt très tech. Donc à l'époque, ça, je parle de ça, c'est 2003-2004 quoi. Donc c'est beaucoup du semi-conducteur, on faisait aussi beaucoup de santé, donc de medtech et des choses comme ça. Et donc j'ai retenu vraiment aussi de cette époque-là l'intérêt de rentrer très en profondeur dans l'analyse de dossiers dans lesquels on investissait. Mais toi, très vite, tu voulais aller dans ce monde de la tech, de l'investissement, parce que quand même, c'est le parcours c'est un peu type de celui qui veut même rentrer dans un fonds d'investissement. D'ailleurs, c'était ça ton objectif ? Ouais, ça m'intéressait en tout cas de voir les deux côtés, le côté accompagnement que j'avais pu voir dans les incubateurs et accélérateurs auxquels je m'intéressais, et puis le côté investissement. C'est vrai que c'est des métiers assez différents, mais aussi très complémentaires. Donc c'était intéressant de creuser cette partie-là. Et en fait, ce que j'ai vraiment retenu de tout ça, qui a d'ailleurs donné un peu naissance à 50 Partners après, mais c'est que le venture, quand on investit dans des projets qui sont très early stage, si on veut faire de la performance, il faut être capable d'avoir une action sur l'actif. On peut pas juste se permettre de mettre de l'argent et de voir ce qui se passe à l'arrivée, parce que sinon les performances sont pas forcément évidentes. Je me souviens d'ailleurs que j'étais à l'époque à l'AFIC, maintenant c'est France Invest, mais dans une commission de promotion du venture capital. On essayait de montrer que le venture capital, ça faisait des bonnes perfs. On avait toutes les peines du monde à y arriver, parce qu'à l'époque, donc pareil, c'est 2004, les performances sur 20 ans, en Europe comme aux US, c'était 0 en venture, en moyenne. Donc il y avait des fonds qui surperformaient, des fonds qui sous-performaient. Au global, c'était 0. Donc on avait beaucoup de difficultés, là où dans le LBO ou le CapDev, c'était des performances qui étaient meilleures. Alors aujourd'hui, c'est mieux en venture. Ouais. Ça s'est bien amélioré, mais quand même les performances étaient compliquées. Et en fait, elles sont compliquées parce que le venture, il a un potentiel de croissance et de plus-value qui est très important, inhérent à l'actif. Quand on rentre très tôt à des variations basses, on peut faire effectivement des multiples qui sont très intéressants, mais évidemment un risque associé qui est très important. Et donc ma conclusion, c'était vraiment qu'il fallait être capable de réduire ce risque si on voulait faire de la performance, et donc d'avoir une action sur l'actif. Ce que j'avais pas mal vu aux États-Unis et dans les incubateurs que j'avais pu côtoyer, c'est d'être très hands-on dans l'accompagnement du portefeuille. Mais en mode operating partner ou beaucoup plus que ça encore ? Beaucoup plus que ça, parce que dans les fonds US, pour ceux qui connaissent un peu les fonds US, c'est souvent d'ailleurs des entrepreneurs qui ont monté les fonds US, et ils sont très impliqués, très hands-on, et ils n'attendent pas d'avoir des operating partners pour aider. C'est les partenaires eux-mêmes, les gérants du fonds qui sont très très impliqués. Moi je le vois, je suis dans des boards, dans des sociétés où il y a des fonds américains. C'est vraiment très différent. D'accord. Il y a une implication qui est très très forte dans l'accompagnement des projets. Et voilà. Et moi je trouvais que vraiment sur le venture, il était nécessaire d'imaginer une mécanique qui permette d'avoir une action sur l'actif et donc de réduire le risque associé à cet actif si on voulait faire de la performance de façon plus pérenne. Et c'est un peu ça. Alors, si je fais un peu fast forward, suite à
à mon expérience chez Rothschild, je suis passé chez Aggregator. J'ai cofondé Aggregator, qui est un club d'entrepreneurs associés, dans lequel on rassemblait 2 jusqu'à 300 à la fin entrepreneurs dans un fonds d'entrepreneurs, qui était assez original, puisqu'en fait, chaque entrepreneur promettait une partie des actions qu'il détenait dans sa société dans un pot commun, et devenait en contrepartie associé du pot commun. D'accord, oui, c'est intéressant. Donc, en fait, une espèce de mutuelle en fait, d'entrepreneurs. Okay. Ce qui fait que quand il y en a un qui vendait sa société, ça faisait du cash un petit peu pour tous les autres associés. Donc en fait, tout le monde était associé par ce billet-là. C'était des petits montants, mais ça avait notamment comme vertu importante d'associer tous ces fondateurs, et donc de créer un réseau d'entraide et de collaboration entre fondateurs qui était très efficace. Et tu l'as emmené jusqu'à où, ça ? J'ai fait 2004-2010. Donc pendant 6 ans, et donc il y a eu, quand je suis arrivé, il y avait peut-être une centaine d'entrepreneurs déjà associés, et on est monté à 300 à peu près dirigeants associés dans ce dispositif, et qui marchait très bien. Il y a eu des très belles participations, il y a eu des belles sorties, etc. Encore une fois, ça a fait la fortune de personne, mais ça avait vraiment cette vertu-là de créer un réseau d'entraide entre fondateurs, et que j'ai pu vraiment voir de l'intérieur. C'est là où je me suis rendu compte de la force d'un réseau d'entrepreneurs expérimentés. Quand tu as quelqu'un qui a fait 10 ans d'entrepreneuriat, qui a vu une belle histoire, etc., pour ceux qui se lancent, c'est des conseils qui sont vraiment très très précieux. Et voilà, et souvent les projets s'arrêtent pour des mauvaises raisons, et le fait d'être soutenu par des entrepreneurs qui sont passés par là, ça peut changer beaucoup de choses. Et voilà. Et donc 50 Partners. Donc je suis parti fin 2010 parce que notamment les associés d'Aggregator ne souhaitaient plus continuer cette mécanique d'association et ce fonds, et voulaient rester en mode club, ce qui était très bien. Sauf que moi, ça existe encore ? Ouais, ça existe encore sous format de club. Ouais. Mais moi, je me voyais pas faire les 20 prochaines années à faire des cocktails et à faire des mais c'est pas très visible comme club. Non, c'est un club qui est sur lequel je ne saurais pas dire combien de membres dans ce club aujourd'hui, mais c'est un club qui est beaucoup moins dynamique qu'il était à l'époque. Ouais. Donc, je suis parti en 2010 pour constituer 50 Partners à peu près. Tout 2011, j'ai mis en place, le système 50 Partners, qui a pu voir le jour en 2012, en juillet 2012. Et c'était quoi ce déclic, justement ? Pourquoi 50 Partners c'est le postulat, c'était justement ça, on le comprend, c'est toi, tu crois en l'accompagnement et tu penses que c'est nécessaire, et c'est en tout cas un très bel asset pour limiter le risque d'une participation, et faire en sorte que ça fonctionne et que la boîte se développe mieux. Ouais, exactement. Et c'est une conviction qui est partagée en fait par pas mal de monde. Par tout le monde. Oui. Tu dis, je mets des entrepreneurs expérimentés autour d'un projet, il y a une meilleure chance qu'ils réussissent. La question, c'était de trouver comment et quel est le modèle, parce que c'est sympa. Quel modèle on arrive à mettre en place qui fonctionne bien et qui permette de systématiser ça, de structurer ça, de développer ça. Et donc c'est à ça que j'ai réfléchi. Donc j'ai regardé du côté des incubateurs, accélérateurs. Alors je me souvenais de 99 avec les modèles qui étaient quand même pas très bien établis. Je regardais ce qui existait à l'époque. Donc à l'époque c'était plutôt les Y Combinator, Techstars. Il n'y avait pas beaucoup de choses en France. En 2011, tu vois, il y a pas grand chose qui existe. Il y a le camping qui existe un peu à l'époque, mais c'est à peu près tout. Et en fait, ce que je trouve dans là si on se place côté entrepreneur, je trouvais que la proposition de valeur d'accompagnement était pas du tout suffisante dans ces structures, qui avaient des approches que je qualifierais de volumiques, puisque l'idée c'est de prendre des batchs avec 10, 15, 20, 30 projets, et plusieurs dizaines de projets. Je crois que c'est 120 projets par promo chez Y Combinator aujourd'hui. Il y a plusieurs promos par an, plus des winter camps, des summer camps, des je sais pas quoi. Donc il y a des centaines, parfois des milliers de projets qui passent dans ces structures. Et en face, assez peu de ressources qui sont proposées. Donc même chez Y Combinator, il y a même pas de programme. Alors, il y a un très beau tampon, il y a une très belle marque, c'est ça, Y Combinator essentiellement aujourd'hui, mais il n'y a pas vraiment de programme d'accompagnement. Il n'y a même plus de programme physique maintenant, ce qu'il y avait à l'époque. Et puis, les incubateurs que je trouvais en France ou en Europe, c'était des programmes de 3 mois ou de 6 mois d'accompagnement d'un batch de 20 projets. Donc, je pense que tu connais des entrepreneurs comme moi, dire on les accompagne pendant 3 mois ou 6 mois et on espère que derrière ça se passe bien, ça n'existe pas. C'est compliqué, c'est très compliqué de faire des belles histoires, ça prend plusieurs années, donc c'est pas en 3 mois que tu fais une belle aventure. Alors ça permet de lancer des projets, donc ça a plein de vertus, mais c'est pas du tout suffisant pour faire réussir un projet à mon avis, et surtout, encore une fois, de distribuer sur un batch de 20, 30, 40 projets. Donc moi, je voulais imaginer l'inverse. Je me suis dit, il faut une mathématique qui soit complètement inversée, où on rassemble beaucoup de ressources, qu'on puisse concentrer sur très peu de projets.
C'est comme ça qu'on aura un impact dans les projets. Donc c'est beaucoup moins intéressant parce que quand tu as moins de projets, tu as moins de chances de faire des plus-values. Et c'est vrai que ce modèle volumique, il a une vertu qui est financière. C'est que quand tu as plein de boîtes... Tu as juste statistiquement plus de chances. Voilà. Et puis tu en as un ou deux qui fonctionnent et puis ça paye pour tous les autres. Et voilà, mais c'est un modèle un peu plus casino qui, moi, m'intéresse moins. L'idée là, c'était vraiment d'apporter un maximum de valeur dans ces projets, de pouvoir vraiment aider ces projets et donc d'imaginer cette mécanique inverse. Et donc c'est pour ça que j'ai appelé ça 50 Partners, c'est que je concentrais sur la valeur qui était les entrepreneurs qui peuvent apporter de l'expérience et de l'expertise auprès des projets, pour rassembler ces entrepreneurs et tout un tas de ressources qu'on a pu construire autour au fil des ans et les concentrer sur très peu de projets. Et après, il y avait le sujet du business model, qui à mon avis est hyper important parce que en gros, le business model, ça définit vraiment ce que tu fais, ce que tu es et ce que tu fais. Je pense que vraiment, c'est intéressant de savoir comment les gens gagnent de l'argent pour savoir quel est leur vrai métier au-delà de ce qu'ils peuvent raconter sur le site web ou le marketing qu'ils peuvent faire autour. Or, les business models des incubateurs, c'était souvent... Alors, soit c'est du public, donc c'est subventionné, donc bon, pourquoi pas, c'est un certain nombre de limites, mais ça il y a beaucoup de choses. Il y a très bons incubateurs, publics. Après, ils dépendent de l'argent public et dépendent des objectifs que le public donne, qui sont souvent liés à des sujets, un peu de volume, parfois d'emploi, etc. Mais c'est pas forcément orienté sur le succès des projets one-to-one, notamment dans la tech. Et après, il y avait plein de programmes qui, en fait, étaient plutôt des programmes d'open innovation. Si on prend même un Techstars, il est principalement financé par des grands groupes qui financent les programmes Techstars. Et donc c'est très bien, je connais bien les gens de Techstars, notamment aux États-Unis, etc. Et c'est très bien ce qu'ils font, mais il faut quand même comprendre que leur métier, c'est de satisfaire leurs clients, qui sont les grands groupes, qui financent ces programmes, qui ont comme objectif de se connecter à l'écosystème d'innovation et des startups, etc. Donc le travail d'un certain nombre d'incubateurs, c'est principalement d'avoir un maximum de projets qui matchent avec les aspirations des corporates et de créer un peu cet écosystème avec beaucoup d'événements, etc. Et encore une fois, ça peut faire beaucoup de sens. Oui, il y a plein de gros incubateurs encore, les Plug and Play, Techstars, qui fonctionnent bien à ce niveau-là. Oui, alors oui, ça dépend comment tu définis le fonctionne bien. Le succès d'un accélérateur, c'est aussi un sujet sur lequel on peut passer un petit peu de temps, mais disons que le succès des projets n'est pas l'objectif absolu de ces structures qui ont comme client principal les corporates. Moi, je voulais un truc un système, un business model où on puisse être vraiment concentré sur l'accompagnement des projets. Et en fait, j'ai réfléchi le sujet en me disant, en fait, si on prend des participations, parce que l'incubateur, donc nous, on prend des participations dans les projets en contrepartie de l'accompagnement qu'on leur offre. Si la contrepartie des participations qu'on prend dans les projets, c'est bien l'accompagnement qu'on leur offre, en fait, quand on y réfléchit, les fameux 50 Partners sont nos LP, nos investisseurs en expertise. C'est-à-dire que l'actif qu'on investit, nous, c'est de l'intelligence, si on la fait courte. C'est de l'expertise qui nous est confiée par les fameux 50 Partners. Donc nous, on vient transformer de l'intelligence en capital dans des projets. Et cette intelligence nous est confiée par les 50 Partners. Donc ce sont nos LP. Donc si on compare ça au modèle des fonds que je connaissais bien, je dis, un fonds, il est payé à investir du cash dans des projets qui pensent être les meilleurs possibles pour créer de la plus-value. En fait, moi, j'investis dans les incubateurs de l'intelligence dans des projets que je pense étaient meilleurs possibles pour générer de la plus-value. Une sorte de service for equity, exactement. Conseil pour equity, quoi. Exactement. Mais je suis gérant d'actifs. Donc à ce titre, je peux adopter le business model d'un fonds classique avec des frais de gestion et du carré d'intérêt. Si on fait ça, ça veut dire que les LP, donc les partners, vont payer la structure pour organiser cet ensemble et la sélection des projets, l'accompagnement des projets et le fait que ça crée effectivement de la valeur et du carré d'intérêt, parce que si on fait de la plus-value, on y est intéressé et c'est très bien. Donc ça semble assez logique en fait, mais on est probablement les seuls en France et peut-être dans le monde à adopter ce modèle, parce que la plupart des accélérateurs ou des incubateurs prennent eux des parts dans les projets et demandent à des mentors de donner un coup de main. En contrepartie, soit d'argent, ils peuvent rémunérer les mentors, ou juste le droit d'avoir sa photo sur le site web, ou d'être en connexion avec l'écosystème. Mais c'est comme si tu disais à un investisseur, vous investissez dans un fonds, et puis en fait c'est moi, société de gestion, qui prend les participations dans les projets. À un moment, l'investisseur il dit, non, en fait c'est pas intéressant. C'est un peu la même chose dans les incubateurs et les accélérateurs. Tu peux pas demander à des gens de donner du temps et de s'impliquer dans l'accompagnement des projets s'il n'y a pas une contrepartie logique. Alors non pas que typiquement les 50 partners ne viennent pas typiquement pour gagner de l'argent, même si on fait des bonnes perfs sur les fonds d'investissement, ils viennent parce que cette mécanique de co-entrepreneuriat elle fait du sens à leurs yeux,
et que ça leur permet de s'engager dans l'accompagnement des projets. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'on avait une réunion pas plus tard qu'hier soir où je faisais un point sur tous les anciens accélérateurs pour faire un point financier sur l'ensemble des accélérateurs, une présentation un peu des bilans des performances des accélérateurs à tous les partenaires. Et en fait, il y a eu beaucoup moins de monde que ce que j'imaginais, parce qu'en fait, ça les intéresse pas tellement les performances. Et en fait, moi, j'étais très fier de montrer les super perfs de tous les accélérateurs. On fait sur les accélérateurs, on est entre x2 et x7 sur tous les accélérateurs qui sont fermés. Donc c'est quand même sympa. Ouais. Mais en fait, tout le monde s'en fout. Parce que d'abord, c'est pas des montants stratosphériques. Au départ, ils mettent pas des millions d'euros. C'est pas comme un fonds classique, même si on a des fonds à côté. Mais c'est parce que ce qui les intéresse, c'est ça que je trouve intéressant dans le modèle qu'on a pu mettre en place, c'est que ce qui les intéresse, c'est ça, c'est de s'impliquer dans un écosystème pour accompagner les projets, parce que c'est ça qui les intéresse. Parce que ça, c'est autre chose que j'avais pu identifier dans mes expériences et dans mes relations avec les entrepreneurs qui avaient réussi, c'est que souvent, une fois que les entrepreneurs ont réussi, ils ont à cœur de transmettre et de s'impliquer dans des projets pour partager leur expérience, leur expertise, etc. Et qu'en fait, le seul moyen qu'ils avaient de faire ça, ils peuvent pas s'arrêter. Hein. On peut pas s'arrêter quand on est entrepreneur. C'est compliqué. T'as vraiment envie, t'as envie de faire du give back, t'as envie de t'impliquer dans l'innovation, etc. Et que le seul moyen qu'ils avaient de le faire, c'était d'être business angel. Et donc pourquoi pas, mais business angel, c'est un vrai travail, c'est un vrai métier. Si tu veux accéder aux meilleurs dossiers et faire de la performance, ou alors faut passer par des plateformes. Et voilà, mais en direct, ça peut être assez difficile. Et c'était souvent assez déceptif parce que quand ils avaient une dizaine de participations en direct, si les performances n'étaient pas au rendez-vous, ils avaient finalement perdu pas mal d'argent. Et puis, c'est difficile de le réemployer, du coup. Exactement. Le modèle fonctionne plus très bien. Et puis même le temps passé avec ces 10 projets, finissait par leur demander beaucoup de temps. Et de ne pas pouvoir optimiser peut-être la pertinence de l'expertise qu'ils pouvaient apporter auprès des projets, parce qu'une fois que tu as dit ce que tu avais à dire au projet, tu es peut-être plus adapté sur un stade de développement ou sur certaines problématiques, etc. Et donc c'est un peu comme quand on a de l'argent et qu'on veut l'investir. Si moi j'ai un peu de sous, je me dis tiens, je vais boursicoter, je vais essayer d'acheter des trucs, je vais faire des cryptos, je vais faire 2-3 trucs, puis à un moment je vais me rendre compte qu'en fait c'est pas mon métier, que je le fais pas forcément très bien, que ça me prend du temps, et donc je vais finir par le confier à un gérant, un banquier, un gérant de fonds, etc. Et c'est un peu la même chose pour l'intelligence, ou pour l'expertise d'un entrepreneur. À un moment, tu te dis, tiens, j'ai envie de l'apporter quelque part, et je le fais un peu moi-même, puis en fait, je me rends compte qu'en fait, c'est un métier d'accéder au bon dossier, de pouvoir trouver les bons sujets sur lesquels je peux intervenir, etc. Et donc, je peux peut-être le confier à un gérant comme 50 Partners. Donc, on est un peu aussi une solution pour nos 50 Partners qui veulent s'engager dans l'écosystème, apporter de la valeur auprès des projets. Nous, on fait office d'organisation qui permet de filtrer les projets et puis d'orchestrer l'apport de compétences. C'est-à-dire que nous, on connaît très très bien les partenaires et très très bien les projets, les problématiques qu'ils vont avoir, etc. Et on va faire du match-making intelligent. Et justement, ça, c'est passionnant parce que je pense que c'est une des grandes forces de 50 Partners, bien connue de l'écosystème, et peut-être pas encore assez connue, mais qui est cette force de savoir animer une communauté, donc d'entrepreneurs, de partners. C'est très compliqué d'animer une communauté. Je te poserais bien la question de c'est quoi la secret sauce pour animer une communauté. C'est quoi? C'est les people qui l'organisent avec c'est de la structuration et une méthode incroyable de CRM. C'est quoi? C'est un savant mélange. D'abord, c'est beaucoup de travail, parce qu'en fait, en réalité, j'ai démarré en 2012, 50 Partners, et depuis 2012, donc 13 ans ou un peu plus, on construit, on affine, on ajuste, on améliore cette animation, parce que tu as raison, c'est un vrai sujet. Comment on engage une communauté dans l'accompagnement des projets, c'est un travail vraiment du quotidien, et on fine-tune la solution en permanence. Ouais, exactement, d'avoir des personnes engagées dans le temps. Faut bien calibrer le temps que tu demandes à chacun. Faut pas trop, mais faut suffisamment. Faut que ce soit hyper pertinent, les relations que tu crées, pour que tout le monde en tire de la valeur. Ouais. Faut trouver les bons projets. Il y a beaucoup de choses à mettre en place pour que ça fonctionne et que tout le monde soit engagé véritablement dans le temps. Et tout l'enjeu, c'est ça, parce que c'est bien de mettre des photos de gens connus sur mon site web ou à l'entrée des bureaux qu'on a, mais c'est pas ça le sujet. C'est est-ce que ces personnes sont vraiment engagées et qu'est-ce qu'elles apportent comme valeur auprès des projets. Et si ça, on n'arrive pas à le craquer, si on n'arrive pas à trouver la bonne solution par rapport à ça, on aurait dû s'arrêter à un moment ou l'autre. Parce que ça se voit, et à un moment, les projets disent, ils sont sympas, mais ça m'apporte pas tellement de valeur. C'est un travail du quotidien, parce que les projets aujourd'hui qui on discute et qui envisagent de rejoindre 50 Partners, on voit des centaines, ou plutôt des milliers de projets chaque année. Et à la fin, on en sélectionne 7 ou 8 par programme. Ces projets qui sont, à notre avis, les meilleurs,
À un moment, ils disent, bon, bah, c'est super, mais moi, donner des parts à VT Partners, même s'ils sont sympas, je vais quand même me poser la question. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais appeler des entrepreneurs qui sont passés par là et je vais leur demander leur avis sur est-ce que ça les vaut? Ça a vraiment apporté de la valeur. Exactement. Et si t'as pas 100% de réponse dithyrambique sur oui, il faut y aller, fonce, parce que t'inquiète pas que tu vas retrouver 10 fois la valeur qu'ils prennent au départ avec les quelques actions qu'ils demandent, bah à ce moment-là, on n'aurait plus de nouveaux projets et on devrait s'arrêter. Et il y a plein d'accélérateurs qui se sont arrêtés un peu pour cette raison-là. Si t'arrives pas à délivrer suffisamment de valeur, à un moment, ça se voit et t'es obligé d'arrêter. Donc c'est un travail du quotidien de réussir à délivrer cette valeur et d'animer effectivement cette communauté. Il n'y a pas de secret. Je crois pas tellement aux outils. Alors, on a plein d'outils, on a plein de logiciels, etc., qui permettent d'organiser un petit peu tout ça, mais j'y crois pas trop. Et pour la petite histoire, si je reviens à l'histoire d'Aggregator, au début, on avait un réseau d'entrepreneurs, on s'est dit, bah tiens, il y a quand même plein de valeurs à ce que les gens puissent se mettre en relation avec leur réseau, etc. On va faire un petit outil qui nous permette de nous mettre en relation, etc. Et puis, ce petit outil, eh ben, en fait, il a un peu grandi, il fonctionnait bien, et en fait, ça s'appelait Viaduc. Et on s'est dit, bah, pourquoi on mettrait pas ce truc en ligne? Parce qu'on a vu arriver LinkedIn, je me rappelle bien et OpenBC, qui est devenu Xing après. Et on s'est dit, bah, en fait, nous, on a l'outil, pourquoi on le met pas en ligne? Et donc, on l'a mis en ligne, en 2004, je crois. Et on avait un stagiaire dans un coin qui faisait des fonctionnalités de temps en temps pour améliorer le truc. Et en 2006, comme il y a eu pas mal de monde sur le truc, on s'est dit, bah, en fait, faut qu'on en fasse quelque chose ou qu'on arrête parce que ça commence à prendre de la bande passante. Donc, on l'a appelé Viadeo. À ce moment-là, on a levé de l'argent avec Ventec et LGF à l'époque, on a spin-offé, et ça a eu la vie, le succès, et puis le retour. Voilà, c'était un peu plus compliqué après, mais il y a quand même une belle histoire. Ouais, c'était impressionnant. Ouais. Mais ce qu'il y a à retenir de ça, c'est que cet outil qu'on a mis en place pour que le réseau puisse échanger entre eux et échanger des contacts, en fait, n'a jamais été utilisé pour ça. Et il y a eu, entre guillemets, du grand public qui est arrivé, qui a utilisé l'outil, etc. Mais notre réseau interne s'est jamais emparé vraiment de l'outil, a vraiment jamais utilisé l'outil. Parce qu'en fait, un réseau, c'est un réseau de personnes, d'hommes et de femmes avec lesquels tu travailles. Et voilà. Et en fait, il y a une valeur forte là-dedans. Et nous, notre travail, c'est d'interagir, enfin de faire interagir les personnes entre elles. Et c'est pas vrai que tu as envie de passer par un outil pour le faire. Tu peux prendre un contact sur LinkedIn, etc. Mais à un moment, tu as envie de voir les gens, tu as envie de travailler avec les gens, etc. Et je pense que la dimension humaine, la dimension relationnelle et physique dans tous les événements qu'on peut organiser, etc., elle est hyper importante. Et ça, je pense que c'est un élément clé dans le... Et comment tu scales? Parce que 50 Partners, par principe, c'était 50 partners. Ouais. Je crois qu'il y a plus que 50 partners chez 50 Partners, ou il y a vraiment 50 partners? Il y a vraiment 50 partners. Alors, la réponse à ta question, c'est comment on scale? En réalité, on scale pas. Ok. Et je pense que 50 Partners, ça se scale pas. Ça se développe, et ça se développe depuis 13 ans, mais je pense que ça se scale pas, et je pense qu'il faut pas le scaler. Parce que le scaler, ça veut dire effectivement... tu vois, le 50 Partners, si je mets le chiffre 50 dans le nom de la société, je parle un peu de small is beautiful, quoi. Les 50, je les connais par cœur. Chacun individuellement. Donc je connais leur expertise, je connais les boîtes dans lesquelles ils sont impliqués, je connais plein de choses qui me permettent, quand je suis face à un entrepreneur qui me pose la question de tiens, je suis en train de réfléchir à me développer en Asie, je sais pas comment faire, je dis bah oui, un tel, ils l'ont fait, je peux peut-être en contact et puis on peut bosser là-dessus, etc. Donc c'est de connaître les personnes qui fait du sens. Donc je reviens à l'humain, et ça c'est pas un outil qui peut me le donner. Moi je connais plein de choses sur les partenaires qui pas mal écrit sur leur profil LinkedIn ou ailleurs. Donc ça a beaucoup de valeur, et donc il faut pas tellement le scaler. Alors là, on est 50 partenaires. Dans chaque accélérateur, il y a 50 associés qui ont 2% chacun de la société. Et ça va pas bouger. Il y aura toujours 50 associés. C'est ça le modèle. Ça bougera pas. Par contre, comme je l'ai dit, on a un peu développé, et on a développé sur plusieurs verticales. Donc on a la verticale tech qui est l'origine. Et puis il y a 8 ans maintenant, on a développé la verticale impact. Donc on a rassemblé 50 entrepreneurs de l'impact pour sélectionner et accompagner les projets sur ces thématiques-là. On a développé la santé il y a 4 ans et Web3 blockchain il y a 2 ans. Donc on a 4 communautés de 50 partenaires. Ça commence à faire des grands réseaux. Ouais, et puis il y a un peu de non-overlap entre différents véhicules, parce qu'un accélérateur ça dure 3 ans. Est-ce que je peux être partenaire dans un et dans l'autre? Alors
Oui et non, c'est-à-dire que l'idée c'est d'être expert dans son domaine, donc c'est quand même rare d'être expert en santé et en blockchain, quoi. Donc c'est rare. Il y en a quelques-uns qui sont en overlap, mais peut-être on parle de 5 à 6 personnes qui sont... Non, puis ça permet quand même de créer, j'imagine, de faire appel à une expertise, justement, si tu fais de la blockchain dans la santé, bah peut-être tu vas quand même aller me trouver un super partenaire dans la santé, puisque t'as ton... Donc ça, c'est quand même génial, parce qu'il y a aussi des synergies. Exactement. Donc aujourd'hui, c'est comme je disais, un véhicule ça dure à peu près 3 ans. Donc aujourd'hui, on est par exemple sur la tech, on est au numéro 5. Donc il y a des gens qui sont dans le 1, qui sont pas dans le 5, etc. Donc au final, il y a à peu près 250 partenaires qu'on peut mobiliser sur tous ces sujets. Donc c'est comme c'est très riche. Et puis surtout, il y a le réseau, il est aussi constitué des entrepreneurs qu'on accompagne. Il y a 150 sociétés qui ont rejoint 50 Partners depuis l'origine. Donc ça représente à peu près 300 dirigeants. Donc qui s'ajoutent quelque part aux partenaires, parce que parfois on mobilise des entrepreneurs qui ont eu aussi un certain nombre d'expériences ou qui ont des expertises qui peuvent être utiles pour les nouveaux projets qui nous rejoignent. Et donc c'est effectivement très puissant d'avoir ce groupe de personnes à disposition. Ouais. Donc le modèle économique, tu dis, c'est parce qu'en plus tu disais en intro que c'est très important pour bien comprendre l'essence même du business. Toi, le modèle économique, si je veux rejoindre demain 50 Partners et être un des entrepreneurs d'une thématique que tu portes, en tant qu'entrepreneur, je fais quoi? Tu m'as accepté parce que ça y est, tu as découvert mon domaine d'expertise. C'est quoi les next steps concrètement? Je vais prendre 2%, tu dis Oui, j'ai associé d'un accélérateur. Alors, on fonctionne par cooptation. Donc, alors beaucoup des anciens partenaires veulent renouveler leur engagement dans l'accélérateur suivant. On essaie de faire un peu de place pour avoir des nouvelles expertises notamment. Sinon, on serait peut-être encore toujours avec les experts du e-commerce et voilà. Donc, on essaie de diversifier les expertises. Donc, on essaie d'avoir entre 10 et 20 nouveaux partenaires par accélérateur. Et donc ça marche par cooptation, donc les nouveaux partenaires sont cooptés par les anciens partenaires. Et voilà, et donc c'est d'être associé dans un véhicule, donc c'est quelques dizaines de milliers d'euros qui permettent d'être associé à un véhicule. Et puis après, on va t'appeler pour nous aider soit dans la sélection des projets, parce que en phase finale de sélection des projets, on va impliquer aussi les partenaires qui ont une expertise spécifique dans le domaine. Et puis après, dans l'accompagnement des projets au quotidien, on va te dire, voilà, tel sujet, tel projet à tel sujet, est-ce que tu peux passer un moment avec eux, etc. Et donc je suis LP et associé d'une ESS. Mais pas que par mon expertise, je le suis aussi financièrement. Oui, absolument. T'as mis un peu d'argent au départ qui correspondent, on va dire, aux frais de gestion qui permettent à la société de fonctionner. Mais après, et ça, c'est ton modèle à toi. Ouais. Je veux dire 50 Partners. C'est ses frais de gestion. Voilà. Qui permettent de moi payer l'équipe. Donc sur chaque verticale, il y a une équipe dédiée qui va opérer ce service de sélection des projets, qui est une énorme partie du travail qu'on fait, et d'accompagnement des projets avec l'implication des partenaires et de tout l'écosystème qu'on a pu rassembler. On travaille aussi avec beaucoup de grands groupes, avec des fonds d'investissement, avec des experts sur tout un tas de sujets. On organise à peu près une dizaine de workshops chaque mois sur toutes les thématiques possibles et imaginables, qui sont un service énorme rendu au projet. Donc il y a beaucoup de travail qui est fait autour de ça. Il n'y a pas que les partenaires, je dirais. Mais donc on opère ce service pendant 3 ans. On rassemble un portefeuille d'une vingtaine de sociétés, 6 à 7 projets par an, comme je l'évoquais. Donc on fait un portefeuille d'une vingtaine de projets. Et voilà, donc on a des frais de gestion pour faire ça. Et puis après, il y a les fonds d'investissement. Là, on a des investissements, des fonds en cash, puisque je reviens sur mon idée de départ un peu de 50 Partners. L'idée, c'est de dérisquer le venture. Donc, avec cet écosystème de ressources et de soutien au projet, on dérisque l'actif. Et qu'on arrive assez bien à faire, parce que si je reprends les 150 sociétés qui nous ont rejoints, à date, je regardais les chiffres il n'y a pas longtemps, je crois qu'on est à 13 sociétés qui se sont arrêtées. Il y a 13 sociétés qui ont déposé le bilan sur les 150. Depuis le début. Depuis le début, donc depuis 13 ans. Donc ça commence à faire un bon stat. C'est pas beaucoup, ouais. Il y en aura d'autres, je pense, mais on est sur des stats qui sont hors marché. Très, très hors marché, ouais, parce que c'est beau, c'est très, très beau. Ouais. C'était vraiment l'idée de départ. Le seul objectif qu'on avait, c'était ça, c'était de réduire le risque associé à des projets, mieux faire réussir des projets dans lesquels on croyait, et ce qu'on arrive bien à faire.
Dedans, il y a des très beaux projets, des projets qui font peut-être ce qu'on appelle des licornes ou autre, j'en sais rien. Mais quelque part, c'est pas ça l'ambition. Si je voulais avoir des licornes, bah peut-être que j'adopterais cette approche plutôt volumique, parce que si je prends, je mets un ticket qui est dans celle d'un Kima, par exemple, qu'on va recevoir, ou autre qui va être sur un maximum d'entreprises, et puis dans le lot. Exactement. Et financièrement, ça peut marcher, hein, parce que et ça marche souvent, parce que dans le tas, il y en a un ou deux qui payent pour tous les autres. T'as quelques très très beaux succès qui payent, et donc ça peut marcher, mais c'était pas l'ambition de Fidelity Partners. Ouais, toi, il y a vraiment cet aspect accompagnement et dérisquage, dérisquage, je sais pas si dérisquer ce risque qui est très intéressant, ouais. Ouais, et puis ça permet deux choses à mon avis. Quand on arrive vraiment à apporter de la valeur à un portefeuille, ça permet à la fois de faire en sorte que le portefeuille se porte mieux, hein, donc de faire de la performance, et puis d'attirer les meilleurs projets, parce qu'à un moment, les très bons projets, ils se posent la question d'avec qui ils vont travailler, que ce soit comme accélérateur ou comme fonds d'investissement. Et donc ils vont quand même s'arrêter, pour les meilleurs en tout cas, sur les structures qui sont susceptibles de leur apporter le plus de valeur. Donc si tu arrives à démontrer que tu apportes beaucoup de valeur... Cette fameuse smart money. Ouais. Ou smart accompagnement. Ouais. Et c'est très important pour les meilleurs projets. Or, tu as envie d'avoir les meilleurs projets. Et les meilleurs projets, ils ont le choix des fonds, ils ont le choix des accélérateurs, etc. Donc ils prennent ceux dans lesquels il y a plus de valeur. Donc c'est important d'être capable de démontrer cette valeur et de réaliser cette valeur aussi pour ça. Donc t'apportes de la valeur, les projets vertueux, t'attires les bons projets, donc tu crées un cercle vertueux qui permet de faire de la performance en venture. Je vois le temps qui file à toute allure, donc on va essayer je vais essayer d'accélérer. J'ai trop envie de parler de ce sujet de l'early stage, de l'equity, et justement tu parlais de dérisquer. C'est vrai que investir très tôt dans les entreprises, c'est hyper risqué. Là, tu viens de nous partager une stat que je trouve encore une fois incroyable pour 50. Donc, félicitations. C'est très enthousiasmant. Mais la réalité, en tout cas, du marché aujourd'hui de l'investissement en capital, et particulièrement quand c'est des jeunes startups, eh bien, c'est qu'il y a énormément de casse. Mais la réalité aussi, c'est que si on n'investit pas dans ces jeunes startups, il n'y a pas de développement de startups plus matures, de séries. Qu'est-ce que t'en penses de la situation actuelle, de l'évolution un peu du marché ces 12, 15 dernières années maintenant, puisque t'es là depuis vraiment longtemps, tu commences à être un acteur vraiment important du paysage et de l'écosystème français. Comment tu vois ça de ta lunette? Ouais, t'as raison, hein, les statistiques sont quand même assez mauvaises, hein, sur des startups. On estime à peu près que sur les 5 premières années, il y a à peu près 70% des projets qui se lancent qui vont s'arrêter, entre 70 et 80%. Donc ça fait des taux d'échec qui sont très importants. Et même si on regarde sur des projets financés par des fonds, on est plutôt de l'ordre de 30%. C'est-à-dire que même sur des portefeuilles de fonds professionnels, tu as 30% des projets qui finissent par s'arrêter. Et même avant les fonds, le fait qu'il y ait beaucoup de projets qui s'arrêtent, à mon avis, c'est un problème à plusieurs égards. Parce que, d'abord, il faut comprendre que les projets s'arrêtent parfois parce que le projet n'est pas bon, et parce qu'il n'y a pas de modèle, et qu'il y a plein de projets qui se lancent, et il y a une mauvaise équipe, il y a un mauvais sujet, il y a une mauvaise exécution, il y a plein de choses qui font que le projet doit s'arrêter. Mais il y a aussi plein de cas où des projets s'arrêtent pour des mauvaises raisons. C'est-à-dire que tu peux avoir une équipe qui est pertinente sur un sujet qui est pertinent, mais, c'est comme moi, et je pense que tous les entrepreneurs qui nous écoutent le savent, le chemin est vraiment semé d'embûches, et on peut se prendre les pieds dans le tapis à plein de moments, et encore une fois, pour des mauvaises raisons. Et toutes les belles histoires qu'on peut connaître en France et partout dans le monde ont vécu, si vous lisez l'histoire, que ce soit d'Apple, de Facebook ou de Criteo en France ou de Blablacar ou j'en sais rien, il y a eu plein de moments compliqués, il y a eu plein de moments où il a fallu se réinventer. Ça ne peut pas être un long fleuve tranquille. Voilà. Et donc c'est hyper important de faire en sorte que ces projets qui sont susceptibles de faire les belles histoires qu'on vient d'évoquer puissent passer ces différents obstacles. Et donc, si tu laisses le projet comme ça tout seul en nature, il y a de chances qu'ils effectivement se prennent assez vite les pieds dans le tapis et s'arrêtent, encore une fois, pour des mauvaises raisons. C'est pour ça que je pense que l'accompagnement, il est hyper important, parce que ces entrepreneurs qui ont réussi, qui veulent dire attention, là t'as un obstacle, mais voilà comment moi je l'ai passé, ou comment d'autres l'ont passé, ou comment je pense que toi tu devrais le passer, ou comment je peux t'aider à le passer, ça permet de donner plus de chances au projet de réussir.
les statistiques qu'on évoque chez FTI Partners, elles sont assez éclairantes là-dessus. Moi, je crois énormément, que tu as dit tout à l'heure, et je crois depuis le début, et aujourd'hui on voit que ça fonctionne bien, que l'accompagnement peut changer la donne. Or, c'est hyper important que dans notre écosystème d'innovation en France, on arrive à développer ça, parce que je pense qu'on passe à côté de beaucoup de projets qui auraient pu être des success stories et qui se cassent la figure pour des mauvaises raisons. Et c'est d'autant plus important qu'aujourd'hui, les sujets, notamment les sujets de deep tech, d'IA, sont des sujets qui sont hyper importants. Mais c'est important pour l'économie, parce que ces sociétés sont des sociétés qui demain vont créer de la croissance et faire de la croissance dans le pays, et on en cherche, hein. Donc c'est pas les vieilles industries qui vont faire la croissance de demain, c'est les nouvelles industries qui vont faire la croissance de demain. Donc faut qu'on soit capable en France de construire les organisations et les équipes et les projets qui feront la croissance de demain. Donc il y a un sujet de croissance, un sujet d'emploi qui est primordial. Donc plus on a de projets intéressants qui se développent, plus on a de chances de porter cette croissance. Il y a des sujets de souveraineté, on en parle beaucoup, mais sur les sujets technologiques, si on veut être capable de se battre et d'avoir des arguments face aux grands leaders mondiaux dans l'IA notamment, etc., il faut qu'on soit capable de créer les champions de demain sur le territoire. Et puis il y a un sujet plus terre à terre, je dirais, par rapport au financement. Je pense que tu connais bien le sujet de l'investissement. Je pense qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui t'écoutent. Il n'y a jamais eu autant d'argent dans l'écosystème qu'aujourd'hui. Ce qu'on appelle le dry powder, donc l'argent disponible dans les fonds pour être investi dans les projets. À un moment, il faut qu'ils trouvent des projets pour le financer. Et aujourd'hui, on est quand même un peu face à ça, puisqu'il y a beaucoup d'argent sur le marché et pas tellement de projets, pas suffisamment de projets de qualité pour être financés. C'est ce dont se plaignent la plupart des investisseurs en disant j'ai du mal à déployer parce que je trouve pas des sujets suffisamment intéressants ou des projets suffisamment qualitatifs. Et donc, ça veut dire qu'il faut absolument travailler sur cette partie amont pour qu'il y ait des projets de qualité qui arrivent sur le marché pour qu'ils puissent être financés. Donc, c'est hyper important d'avoir une capacité à soutenir et financer ces premiers projets pour qu'ils arrivent à ces étapes de seed, série A, série B que les investisseurs vont pouvoir financer derrière. Et tu vois, il y a à peu près 3000 startups qui se créent chaque année. Bon, si au lieu d'avoir 70 ou 80% des projets qui se cassent la figure, tu réduis à 30, 40 ou 50%, tu changes assez fortement le nombre de projets qui peuvent arriver. Et le paysage français, l'innovation. Donc, moi, je pense que dans le monde, dans l'écosystème d'innovation en France, il n'y a plus tellement de sujets de financement parce qu'on a une industrie du venture capital qui s'est énormément développée ces dernières années, hein. Pour donner un ordre d'idée, parce qu'on dit souvent qu'il y a moins d'argent dans l'écosystème, c'est un peu moins bien, etc. Alors c'est vrai que ça a baissé de 30%, hein, parce que là... Là, il y a quand même un bon retour. Oui, mais c'est une correction plutôt, parce que c'était... On parle de 7 milliards investis dans les startups l'année dernière et l'année d'avant, qui est une baisse assez forte par rapport aux 10 milliards de 2021-2022. Mais attention... Moi, quand j'ai démarré à FTI Partners en 2012, c'était 700 millions d'euros qui étaient investis dans les startups chaque année. Et c'est monté à 1 milliard, 1,5 milliard, 2 milliards, 5 milliards. Et c'est parti à 10 milliards dans les années, entre guillemets, qu'on appelait les années folles. Donc, on est redescendu à 7 milliards 7, certes, mais c'est 7 milliards face aux 700 millions. Et 2012, 2013, 2014, c'était pas des très mauvaises années du venture capital. Tu vois, c'était déjà une industrie du venture capital qui commençait à être assez sérieuse. Oui, mais est-ce que tu crois pas qu'on va passer à 5 milliards, par exemple, tu vois ? Peut-être, mais ça reste de l'ordre de 10 fois plus que ce qu'il y avait à l'époque. Alors, je suis pas sûr qu'il y ait 10 fois plus de projets de qualité. Donc, c'est pour ça qu'il faut absolument qu'on travaille sur la dynamique de cet écosystème early stage pour qu'il y ait des projets de qualité qui puissent se développer et bénéficier de ces fonds et créer les champions de demain. Parce que ça suffit pas d'avoir l'argent disponible pour financer les champions de demain. Il faut qu'il y ait les champions de demain qui se créent. On parle de l'IA, de la deep tech, etc., qui sont des sujets qui sont compliqués. Donc, la deep tech, globalement, c'est des sujets qui viennent de ruptures scientifiques ou technologiques. Au fond, ouais. Donc ça inclut évidemment l'IA, il y a des sujets autour du quantique, autour de space tech, mais il y a aussi tous les sujets de santé, les sujets d'environnement, les sujets d'énergie, les sujets agri-agro. Donc tous ces sujets-là, ils nécessitent effectivement du temps, de R&D, de développement et souvent beaucoup d'argent. Et donc il y a des programmes, notamment la PPI fait un travail assez formidable autour de ces sujets deep tech. Il veut passer de
à peu près 200 projets par an deep tech sortis des labos et des centres de recherche à 500 projets ou plus chaque année. Donc il y a un gros effort qui est mis là-dessus. Mais donc, moi je dis c'est formidable de réussir à faire sortir des projets des labos sur des sujets scientifiques, etc. Mais avant que ces projets ne puissent être financés à 2, 3, 4, 5, 10 millions par les fonds d'investissement, il y a toute, je ne peux pas dire une traversée du désert, mais enfin il y a une étape un petit peu compliquée qui est de faire sortir ces projets des labos, de trouver des clients, de structurer la société, de constituer une certaine traction qui permette derrière aux fonds d'investir. Parce que des fonds qui investissent en très 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 early stage, il n'y en a pas beaucoup. Le financement du early stage en France est pas très organisé. Donc il faut être capable d'intervenir à cet endroit-là, de dynamiser encore le financement early stage et de dynamiser l'accompagnement de ces projets, je pense. Il faudrait des structures d'accompagnement partout en France qui soient très solides pour que ces projets-là réussissent mieux et constituent un pool de projets finançables et de projets de qualité qui puissent faire les champions de demain. Mais si le pool, c'est sur les 3000, si au lieu d'être 1000 ou même moins que ça à l'arrivée, mais qu'il y en a plutôt effectivement 2000, ou voilà, on multiplie par 2 le volume ou le nombre de projets qu'on peut financer, et ça change la tête de l'écosystème d'innovation, à mon avis, en France. Et c'est quoi l'ébauche de solutions? C'est-à-dire que toi aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure, il y a quand même plein d'incubateurs et de structures d'accompagnement public. Et tu me répondais à juste titre que la difficulté, c'est que c'est public, donc déjà ils doivent probablement pas avoir les mêmes critères de sélection, mais surtout qu'un des facteurs clés de succès, c'était l'engagement et l'intérêt des gens qui accompagnent. Donc il faudrait qu'on crée un 50 partners géant public demain, tu vois. Il faudrait que tout le monde partout en France crée des 50 partners, à mon avis, et il y a de la place pour faire plein de choses, mais c'est pas tant il y a le business model qui est quand même structurant pour une organisation comme un incubateur, mais il y a effectivement ce modèle, et la plupart des modèles qui existent, qu'ils soient publics ou privés, sont des modèles plutôt volumiques. Et le problème de ces modèles volumiques, c'est qu'il y a, à mon avis, trop peu de valeur qui est distribuée à ces oui, mais projets. Même pour les détecter, les bons projets, pour détecter un bon projet, il faut peut-être en voir beaucoup aussi, tu vois. Et c'est le passage obligatoire pour pouvoir ne serait-ce que les détecter. Parce qu'ils sont très jeunes quand même, les projets. Oui, mais tu sais, un bon projet. Alors c'est quoi un bon projet? Ouais, voilà. C'est une question dont on peut parler longtemps, mais la différence entre un bon projet et un mauvais projet. Mais en fait, un bon projet, nous on fait une sélection, tu vois, on va regarder sur la partie, par exemple, la vertical tech, on va regarder, 1500 projets de près ou de loin sur une année. On va rencontrer à peu près 500 projets. On va rentrer en due deal avec une 50aine de projets. On va faire passer une 15aine de projets en comité et on va atterrir sur les 6-7 projets que j'ai évoqués tout à l'heure. Mais j'ai pas tellement la prétention de dire que ces 6-7 projets qui rejoignent le programme sont les pépites absolues par rapport aux 1500 projets que j'ai vus de Oui, ça se trouve, il y en a 5 autres qui sont bien meilleurs que les 7 que tu as choisis, en tout cas qui auront une. Oui. Et la raison principale, c'est qu'un projet, pour tous ceux qui ont entrepris ou qui sont de près ou de loin impliqués dans l'accompagnement des projets, etc., savent très bien qu'un bon projet, c'est pas une bonne idée au départ en disant, oui, ça c'est la bonne idée, c'est ça qui va marcher, c'est ça qui fait la prochaine success story. Non. Tu as un certain nombre de fondamentaux qui sont constitués de l'équipe, de la taille de marché, du potentiel, de la capacité d'exécution, etc. Mais après, c'est justement l'exécution, c'est les 4, 5, 6 premières années de la société qui vont forger le potentiel de ce projet-là. Donc à la limite, tu partis avec un projet, tu sais pas forcément si c'est bon, mais que tu l'accompagnes très très bien, et il va naviguer dans son marché, il va fine-tuner sa solution, et il va finir par devenir la potentielle success story dont tu rêvais. Mais ça se joue pas tellement au départ, hormis ces quelques fondamentaux que tu arrives à identifier et à rassembler. Moi, je pense que ça se joue beaucoup plus dans l'exécution. Le taux de succès qu'on a chez Philly Partners, je l'attribue pas tellement à la qualité de la sélection, même si elle est forte, parce que nous, on fait une sélection très forte et on implique aussi des partners qui sont des experts dans les sujets, qui vont se pencher sur les projets, nous dire oui, ça c'est bien ou c'est pas bien, etc. Mais je l'attribue beaucoup plus à
tout l'accompagnement qu'on apporte au projet qui leur permettent de naviguer, de pas se casser la figure, de pas rater des virages, de négocier des problématiques d'associés, des problématiques de financement, des problématiques de développement international, enfin tu vois, des problématiques, il y en a tout le temps, et c'est le fait de réussir à passer ces étapes-là qui fait que tu deviens une belle histoire. Donc, identifier les bons projets au départ, notamment dans la deep tech et ça, oui, un peu, mais c'est surtout... C'est surtout identifier les bonnes personnes. Oui. Aussi ou pas. Est-ce que dans ce de plus en plus, avec tous les acteurs que j'ai l'opportunité de rencontrer au travers de ce podcast, j'ai l'impression que quelque part, on est plutôt on a un métier plutôt de chasseur de têtes, de chasseur de ressources humaines, pour trouver les meilleurs profils. Parce qu'en réalité, s'ils sont bons et qu'ils savent justement bien exécuter, en tout cas, c'est eux qui tiendront, c'est eux qui seront résilients, c'est eux qui pourront avancer. Et justement, toi qui es une structure d'accompagnement, c'est quoi l'investissement et les ressources que tu as mis pour mieux identifier ces profils, pour détecter qu'ils sont bons? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui est fait chez 50 Partners sur ce sujet? Oui et non, c'est pas des tests de personnalité, tout ça. Enfin, t'as dû essayer en disant de. Oui et non, c'est-à-dire que alors on pourrait effectivement, il y a des structures un peu qui parlent de faire des tests de personnalité aux fondateurs, etc. Moi, si je prends un peu le recul sur les projets qui ont réussi et ceux qui ont peut-être moins bien réussi parmi les projets de 50, c'est vrai qu'il y a beaucoup eu l'équipe au milieu, mais tu vois, je ne saurais pas définir un profil parfait de l'entrepreneur parce que moi j'ai des projets qui ont réussi avec des équipes. Là, au départ, gagné. Hein. Si on le trouve, on a gagné. Oui, mais tu pourrais dire, il faut absolument quelqu'un, enfin une équipe pluridisciplinaire avec des complémentarités d'eux, avec des profils MBTI complémentaires. Mais je pense que c'est vraiment intéressant quand on est dans l'accompagnement et dans le profiling comme ça de sujets. Enfin, j'aurais même envie de faire rentrer des études très sociologiques. Enfin, il y a quelque chose là-dedans. Tu pourrais, mais moi je prends le top 10 des projets de 50 Partners et je pense qu'il n'y a pas un pattern dans les équipes qui soit qui soit identifiable en fait en réalité. Génial, donc et tu regardes toutes les belles success stories françaises ou internationales, enfin tu vois il y a des profils sans parler des Elon Musk, etc., ou voilà, qui a quand même un profil quand même très particulier. Et donc, mais tu vois, il y a on parle souvent des équipes en disant personne n'investit dans des solo entrepreneurs. Bon, je sais pas, Mark Zuckerberg, c'est un solo entrepreneur, et t'as plein d'exemples comme ça de success stories, t'as des solo entrepreneurs, et voilà. Donc, je trouve que c'est assez dur d'avoir un pattern sur les équipes. Par contre, effectivement, nous, dans la grille de critères qu'on a dans la sélection des projets, oui, il y a beaucoup de critères qui sont liés à l'équipe. Donc encore une fois, c'est l'expertise qu'ils ont sur leur sujet, c'est la complémentarité, c'est la capacité d'exécution, c'est la capacité d'écoute. Donc on a un certain nombre de sujets comme ça où on vérifie ça un petit peu au départ. Donc oui, tu as raison, l'équipe c'est fondamental, d'autant que les causes d'échec sont, alors j'ai pas les stats, mais moi si je devais donner quelque chose qui reflète un peu ce qui se passe chez 50 Partners, je dirais que plus de 50% des échecs sont liés aux équipes. Le fait que ça éclate. Soit qu'il y a un désaccord, soit il y en a qui s'en vont, soit différences de vision, etc., qui font que. Donc oui, l'équipe, c'est central. Mais ce que je veux dire, c'est que sur des projets, notamment Deep Tech, qui sont souvent portés par des profils plutôt scientifiques, c'est d'autant plus important de les accompagner, de réussir à avoir et plein d'ailleurs d'universités et de labos de recherche développent des structures d'accompagnement qui sont très efficaces. Mais je trouve qu'il y aurait un levier important à cet endroit-là de soutenir des projets très au début pour les aider à passer ces premières étapes qui ensuite seront financées par les fonds, etc. Et la réalité, c'est que ça n'intéresse pas grand monde d'être à cet endroit-là parce qu'il n'y a pas beaucoup d'argent en jeu et que ça coûte assez cher d'accompagner des projets jeunes, ça rapporte pas beaucoup et c'est très risqué. Donc c'est sûr que c'est mieux d'être dans des phases un peu plus aval, etc. Mais je trouve qu'on aurait tous intérêt à s'y pencher parce que c'est un peu le début de la branche sur lequel on est tous assis. Et si on s'en occupe pas un peu, si on n'est pas capable de dynamiser encore plus l'écosystème d'innovation en France et le développement de ces projets, notamment Deep Tech, on va avoir un sujet sur le déploiement qu'on va pas réussir à résoudre. Mais le problème, c'est on en parlait avec Jean-Michel Caram, tu vois, très récemment, et qui lui sort qui est docteur, tu vois,
qui sortait du CNRS et qui me disait il y a énormément d'innovation et en France on a des champions de super innovations qui sortent de nos SAT et nos différentes structures, mais il n'y a pas de business développeurs, suffisamment en tout cas de personnes qui viennent s'emparer de ces innovations pour les développer et les porter, et malgré toutes les tentatives de valorisation de brevets qu'on voit qui sont faites par le public, et ça c'est très lié à ce que tu viens de partager. C'est un peu un des facteurs clés de succès, en tout cas que tu identifies comme moi sur ce sujet. C'est là où il faut mettre de l'énergie, accompagner les projets, aider à et c'est ça qu'on entend équipes. Derrière les deep tech, parce que parfois on fait un amalgame, on va financer que des projets IA, etc. Mais ce qu'on entend par deep tech, c'est en fait il faut qu'on finance toute notre recherche. Derrière, il faut qu'on arrive à faire émerger nos champions. Exactement. Et à réussir à les financer. Et le financement early stage, il est pas très dynamique. Les business angels en France, qui en plus sont plutôt motivés par des incitations fiscales. Ça coûte, on va dire, à tout le monde de mettre un peu sous perfusion ce financement business angel, qui n'est pas forcément dans d'autres pays. C'est de l'ordre de 100 millions d'euros par an. Donc c'est à peu près rien par rapport à ce qui pourrait être mis dans cet écosystème-là. Et puis je trouve qu'il y a quelque chose à réfléchir autour de la valorisation un peu des business angels, parce que si on voit, moi je vois au quotidien des entrepreneurs qui ont réussi et qui investissent dans les projets, et en fait c'est quand même compliqué d'être business angel, d'accéder au bon dossier, et puis après de se maintenir dans la cap table et d'avoir des bénéfices au global d'un portefeuille de projets business angel. Moi, je trouve qu'on aura un intérêt à mieux protéger ou à mieux soigner, je dirais, cet écosystème de business angel, au-delà des incitations fiscales qu'on peut apporter, parce que je pense que c'est un maillon clé dans la chaîne. Essentiel. Quoi. Et sur lequel je trouve que, encore une fois, c'est pas tellement notre sujet. Nous, on a des fonds, etc. Mais je pense qu'on collectivement, on aurait tous dans l'écosystème intérêt à s'en préoccuper un peu plus. Plus les valoriser. C'est quoi? Peut-être plus les protéger aussi, parce qu'il y a des sujets notamment de ce qu'on appelle de liquide pref, qui font que au final souvent les derniers investisseurs qui sont les plus protégés, que ceux qui ont pris le premier risque, ils arrivent un peu en dernier rideau. Donc ça c'est peut-être pas très satisfaisant aussi. Donc je sais pas ce qu'il faut imaginer autour de ça, mais il y a peut-être des mécanismes de protection des premiers investisseurs qui sont à imaginer et qui seraient intéressants de développer, encore une fois, pour tout le monde. Mais parce que c'est un état d'esprit, parce qu'on sait en effet que c'est toujours le dernier et qui peut, vu qu'il est dans la position de force, c'est ça. C'est business is business, il va dire, oui, mais non. Ouais, mais donc peut-être que ce rapport de force, d'abord, encore une fois, ceux qui bénéficient du rapport de force auraient certainement intérêt à se poser la question de l'intérêt que cet écosystème de financement business angel représente pour leur activité, quoi. Et puis peut-être que parfois la loi du plus fort c'est pas la meilleure pour l'ensemble, quoi. Donc il y a peut-être des choses à réfléchir. Essayons de la jouer collectif. Oui. Écoute Jérôme, merci beaucoup pour cet échange qui était passionnant. Quant à nous, on se retrouve très bientôt, dans une quinzaine de jours, pour un prochain épisode de Entretien avec un VC. Et surtout, j'en profite aussi pour vous rappeler, si vous êtes passé par là pour la première fois, de ne pas oublier de vous abonner à la chaîne. Ça vous permettra d'avoir accès à l'ensemble des prochains épisodes. À bientôt Jérôme. Merci. Merci.